Excusez-moi. Je passais par hasard et j'ai pensé qu'un peu de café vous ferait plaisir. Oh, c'est très aimable à vous, merci. Oh, salut. Oui, salut. C'est ma table qui vous plaît tant que ça? J'avais juste envie de... De connaître ma fille? C'est votre... T'es mon nouveau papa? Souki! Tout va bien. Qu'est-ce que tu as encore fait? Oh, je vous avais dit de la surveiller. No estabas cuidando, là. Moi? Mais non, c'est elle. Elle a de la pourrie dans la tête. Michel, le téléphone. Il sonne. Vous répondez? Non. Aujourd'hui, les gens sont particulièrement stupides. Je préfère éviter de leur parler. Donc, tu veux de l'argent? Une gamine qui envoie promener une expérience cruciale pour sortir avec un garçon, ça me rappelle moi. Dans la vie, il y a des séries qui te détruisent le moral, et puis il y a celles qui t'enveloppent dans un plaid avec une boisson chaude. Gilmore Girls fait partie de ces séries qui donnent envie de croire que le monde est un endroit à peu près supportable. Mais presque 20 ans après son arrêt, possède-t-elle encore ce pouvoir réconfortant? Pour y répondre, j'ai relancé le pilote et je t'emmène avec moi à Stars Hollow. Peut-être est-ce la magie de Noël qui parle, ou simplement l'arrivée de ma facture de chauffage, mais aujourd'hui, j'ai décidé de replonger dans une série qui, contrairement à Sous le soleil, n'a pas tenté de me brûler la rétine ou de me chier sur la tronche. Oui, je te vois lever un sourcil, toi qui t'attends à ce que je dégomme gratuitement un pilote comme à l'accoutumée. Mais exceptionnellement, je serai certainement plus clément que d'habitude, moins enclin à chercher la petite bête pour défoncer le scénario, en d'autres termes, et comme dirait notre chère amie Laurie, j'ai La positive attitude. Ça va, on a compris. Car aujourd'hui, on s'attaque à Gilmore Girls, série culte emplie de caféine, de sarcasme et de dialogue à 300 km/h et de romantisme. Oh, comme c'est mignon. Ça sent la série pleine de bons sentiments, certes, mais tu verras, Gilmore Girls est pleine de facéties, de drames parfois disproportionnés, de personnages hauts en couleur et de décisions scénaristiques qui auront de quoi t'énerver au plus haut point. Mais ne spoilons pas mon bon, partons tout d'abord à la découverte de la série. Diffusée entre 2000 et 2007, d'abord sur la chaîne WB, puis sur la CW, Gilmore Girls s'est imposée rapidement comme une série phare de la télé américaine. Elle se compose de 7 saisons pour un total de 153 épisodes. Et parce que Hollywood adore ressusciter ce qui n'a pas demandé à l'être, Netflix a offert en 2016 un revival sous forme de 4 épisodes d'1h30 chacun, intitulé Gilmore Girls A Year in the Life. Est-ce bien nécessaire? Pas indispensable, certes, mais suffisamment mignon pour qu'on replonge volontiers dans cette overdose de caféine et de nostalgie. Alors ça parle de quoi Gilmore Girls? Voici le pitch. À Stars Hollow vivent Lorelai et Rory. La première est âgée d'une trentaine d'années et élève seule sa fille, la seconde. Une relation mère-fille amicale, complice et parfois compliquée lie ces deux femmes exceptionnelles. Gilmore Girls fait partie de ces séries qui te font du bien. Printemps, été, automne, hiver, la série fonctionne en toute saison. Elle est synonyme de quiétude et de bien-être. Mais avouons-le, elle possède un super pouvoir particulier à l'automne. Un truc magique s'en dégage, comme une atmosphère cosy, quasi thérapeutique. Le plaid, accompagné de sa petite tasse de chocolat chaud, ou plutôt de café pour notre chère Lorelai, n'est alors jamais bien loin. On sait qu'on va passer 45 minutes, le sourire aux lèvres, bien au chaud, emmitouflé dans notre pelure synthétique hivernale. C'est simple, Gilmore Girls,
C'est le plaid émotionnel dont tu as besoin quand le froid revient, quand les journées rapetissent et que Noël pointe le bout de son nez. C'est Noël en plus, la saison du perpétuel espoir. Mais alors, pourquoi cette série fonctionne aussi bien sur nous à cet instant très précis de l'année ? Pourquoi? Bah franchement, aucune idée. Alors, peut-être parce qu'on entre dans une période durant laquelle on a envie de retrouver un peu de chaleur, l'été nous ayant abandonnés pour quelques mois. Et puis la tristesse d'une saison pluvieuse, où le soleil est moins présent. Bref, on a alors besoin de réconfort, de se sentir au chaud, d'être enlacé, tout simplement de se sentir bien. Je le sens bien. Et cette faculté est quasi hors du commun, Gilmore Girls nous l'a fait ressentir dès les premiers épisodes, avec ses relations humaines à la fois sympathiques et sincères, cette ville pleine de vie et de bienveillance, ses personnages tous plus attachants les uns que les autres, etc., etc. Les raisons pullulent donc tout au long de la série, et chaque épisode, malgré parfois quelques éléments dramatiques, nous donne le smile. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur les raisons qui font de Gilmore Girls une série attachante, car finalement, tu adhères ou non au concept. Ce sera peut-être trop girly ou trop cucu pour toi, dans ce cas, passe ton chemin. Ouais, ton truc là, ça sent la série de Fragile. Les deux meufs sont plutôt bonasses, ok. Y a pas de baston ou de cul, alors je vais pas perdre mon temps, moi. Non, Jean-Clément, on ne sexualise pas une adolescente, même jouée par une actrice majeure. Écoute-moi bien, mon grand. Alexis Bledel avait certes 19 ans quand elle incarnait le personnage, mais Rory, elle n'a que 16 ans dans la série. Donc tes pulsions de bof consanguin à tendance pédocriminelle, tu vas les enterrer avec le reste de tes neurones au fond de ton jardin. Merci. Bien. Maintenant qu'on a chassé le parasite au QI d'une palourde, restons entre gens de bonne compagnie. Et puis après tout, trêve de blabla, car la série du jour n'attend pas. Alors, es-tu prête ? Es-tu prêt à embarquer avec moi pour un voyage de 45 minutes à Stars Hollow, à la rencontre des filles Gilmore et de tout leur microcosme ? Alors, prends ton plaid, le plus douillet, choisis ton mug préféré, remplis-le de la boisson chaude de ton choix, mais sache que si ce n'est pas du café, Lorelai t'observe et te juge. Maintenant, je t'ai à l'œil. Je sais où tu vis. Et plongeons ensemble dans ce premier épisode, celui qui pose les bases de cette relation mère-fille devenue mythique. Le premier épisode de Gilmore Girls s'intitule « Premier contact » ou « Pilote en VO ». Il débute par l'arrivée de Lorelai au café emblématique de la série, le Lux. Mais c'est quoi cet accent que vous avez? Lux. 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 Je ne sais pas comment le prononcer. Le café de Luc, ce sera plus simple. En l'espace de quelques secondes, nous allons alors comprendre 3 choses sur notre héroïne. La première est que Lorelai ne boit pas du café. Elle se l'injecte en intraveineuse. Elle a clairement une addiction au café. Et quand je parle d'addiction, ce n'est pas du genre 2 petits expressos pour bien démarrer la journée. Non, Lorelai, elle est plutôt du genre à faire de l'ombre à George, si tu veux mon avis. Voilà. La meuf, elle est en mode hardcore. Elle a déjà enquillé 5 cafés dans la matinée et elle s'apprête à consommer ici même son 6e café. Comme si de rien n'était. Et je sens que ça ne fait que commencer. D'ailleurs, on verra par la suite de la série que Lorelai se délecte du café du matin au soir. C'est dingue d'en boire autant. C'est même dangereux. Son cœur doit battre à 200 BPM et à la moindre contrariété, elle doit dégoupiller en mode « Je démembre à main nue n'importe quel champion de MMA !» Enfin, je me dis surtout qu'elle doit être ingérable au quotidien, la meuf. Une arme si puissante que nous n'étions plus capables de la maîtriser. Elle se retourna contre nous et causa notre perte. La deuxième chose que l'on remarque est la tension sexuelle entre Lorelai et Luc, le gérant du café. On s'en doutait, vu le nom du café. Tu nous prends pour des truffes ou bien? Oui bon, tu ne vas pas m'interrompre dès que j'enfonce des portes ouvertes. Mais laisse-moi poser les choses, parce qu'ici, c'est une analyse sérieuse, ou presque. Et tout le monde n'a pas ta clairvoyance. Crétin. Crétin de cook. Donc, la connexion entre nos 2 tourtereaux est ici très brève. Mais la caméra est là et capte cette vibe annonciatrice d'une future romance. Les regards sont appuyés, des micro-sourires se laissent entrevoir. Bref, on dirait 2 ados gênés coincés dans des corps d'adultes. Ils sont tout de même très mignons. Oh, qu'ils sont mignons. Le 3e et dernier point concerne le charme et la beauté que dégagent Lorelai et sa fille Rory.
On ne va pas se mentir, les Gilmore ont une beauté indéniable et elles ne laissent pas les hommes indifférents. Ce sont les plus belles créatures de tout l'univers. Dès la première scène de la série, nous avons donc droit au lourdeau du coin qui vient dragouiller de manière pas du tout subtile Lorelai. Un champion, un vrai. Bravo Coco, t'es un champion. Comme on en croise malheureusement un peu trop dans nos villes. Le genre de mec qui pense que la phrase « ta mère a décroché toutes les étoiles pour les mettre dans tes yeux » est une technique de drague imparable qui lui permettra d'obtenir le sacro-saint 06 de sa conquête. Victime, en fait. Mais le mec ne s'arrête pas là, car quelques secondes plus tard, Rory fait son entrée dans le café. Le temps que Lorelai aille lui chercher un café, parce que oui, elle aussi, à 16 ans, est déjà accro à cette boisson, visiblement, l'addiction est héréditaire, donc notre séducteur de pacotille remet le couvert en s'attaquant à Rory cette fois. Et il lui sort exactement le même discours. Mais il ne sait pas à qui il a affaire. Nos deux Gilmore ne se démontent pas et lui font comprendre de manière subtile qu'il est clairement ridicule. Va, continue, sois ridicule et pitoyable. Mais attends, ça ne s'arrête pas là. Le mec ne se démonte pas pour autant et il insiste quand il apprend qu'elles sont mère et fille. Il tente même d'incruster son pote et là tu vois clairement dans son regard ce qui se passe dans sa tête. Une mère et une fille. Un plan à 3. Un plan à 4 avec Tony. J'en suis sûr qu'il y a une chambre d'hôtel dans le coin. Tout est possible, ma gueule. Le rêve se réalise. Bon, il déchante vite quand Lorelai annonce l'âge de sa fille, à savoir 16 ans. Le type se sent bien con et décide de quitter les lieux. Un sacré crevard quand même. Bref, une première scène déjà bien remplie. Une première romance, check. Un premier lourdeau du coin, check. Une première tasse de café, check. Puis recheck, puis re-recheck, puis re-re-re-recheck, puis re-re... Ça suffit maintenant! Désolé, j'étais coincé dans une boucle de caféine. À présent, place au générique culte porté par la chanson Where You Lead, interprétée par Carole King et Louise Goffin. Et dès les premières notes, tu sens la mélodie chaleureuse qui te donne instantanément envie de t'emmitoufler dans un plaid, et ce, même en plein mois d'août. Sur le générique en lui-même, visuellement, rien de révolutionnaire. Un montage de petites scènes mignonnes, des sourires, des moments de complicité mère-fille et une présentation des personnages principaux que nous aurons le plaisir de rencontrer durant cette première saison. Le classique des années 2000 dans toute sa splendeur. Mais c'est efficace, faut bien l'admettre. Donc pas de folie artistique ici façon générique HBO, juste une promesse implicite faite aux téléspectatrices et téléspectateurs. Ici, tu vas passer un bon moment. Et la série, contrairement à certaines, tiendra majoritairement sa promesse. La scène suivante se situe à l'auberge de l'Indépendance, le lieu de travail de Lorelai où elle officie en tant que manageuse. On fait la rencontre de Michel, un des personnages les plus drôles de la série. Derrière sa mine bougonne et son air acariâtre, Michel est quelqu'un de très attachant et un ami fidèle de Lorelai. Il nous dévoile en quelques secondes toute la panoplie de son art entre mépris des gens, sarcasme et humour piquant. En résumé, voici son portrait psychologique. Michel déteste les gens. Michel déteste travailler. Michel déteste quand les gens travaillent près de lui. Bref, Michel déteste tout. Sauf sa propre personne. Ce qui est, reconnaissons-le, déjà beaucoup. Aujourd'hui, les gens sont particulièrement stupides, je préfère éviter de leur parler. Son personnage est un vrai coup de génie d'écriture. Là où Stars Hollow semble transpirer la bonté et la douce odeur des pommes d'amour, Michel fait office de contrepoids. Il est la petite pointe d'amertume dans un monde trop doux. Et franchement, si on pouvait organiser une table ronde avec des personnages de fiction dans la vraie vie, j'aimerais assister à un échange entre Michel, April de Parks and Recreation, Daria de la série animée Daria. Est-ce que la vie est constamment inintéressante, stupide et humiliante, ou est-ce que c'est juste une période? Et House de la série Dr House. Je pense qu'il y a moyen de passer un sacré bon moment, encore plus si tu les mets au milieu d'un troupeau de crétins comme le dragueur fou de tout à l'heure. On pourrait ouvrir des paris, juste pour voir combien de temps il survivrait sous un feu croisé de punchline acerbes. Allez, nous poursuivons avec l'arrivée de deux nouveaux personnages. D'abord, il y a Lane, la meilleure amie de Rory. Elle est fan de rock et elle est coincée dans une famille ultra stricte. Lane est immédiatement attachante, parce qu'elle incarne tout ce que Rory n'ose pas être, notamment le côté rebelle.
Bon, on se détend, ce n'est pas Lorenzo Lamas non plus. Puis, nous croisons Dean, le futur love interest de Rory. Pour l'instant, il n'a pas besoin de parler. Il regarde simplement Rory et son cerveau s'éteint instantanément. Le regard figé, la mâchoire décrochée. Tu l'auras compris, le coup de foudre immédiat. On rencontre la fille de ses rêves et hop, c'est le coup de foudre. La scène se poursuit dans une salle de classe où Rory, appliqué et concentré, est entouré de jeunes filles occupées à se vernir les ongles. Le contraste est là. Rory pense, les autres se maquillent. Elles semblent différentes et supérieures intellectuellement à cette masse de figurantes creuses. Ainsi, pour valoriser Rory, la série rabaisse les autres tout en montrant que ce lycée public est un endroit trop petit et pas assez bien pour une héroïne que la série destine déjà à mieux. Alors, une scène qui, ma foi, ne marche pas du tout sur moi. On est sur un message grossier et peu subtil. Certes, ça annonce quelque chose par la suite, mais franchement, la série y va un peu trop avec ses gros sabots. Retour à l'auberge pour faire la connaissance d'un autre personnage important de la série, Sookie. Elle est la meilleure amie de Lorelai et chef cuisinière de talent, mais dangereuse. Je reviens sur ce détail dans quelques secondes. Les deux amis ont un projet en commun, ouvrir leur propre auberge. Malheureusement, comme je viens de le dire, Sookie maîtrise l'art de la gastronomie, mais absolument pas celui de la survie en cuisine. Elle est donc maladroite, ce qui peut être très dangereux dans une cuisine. Mais quand je dis maladroite, il ne faut pas le prendre à la légère. La meuf est capable de créer un accident mortel toutes les 5 secondes. Ah, quand même. Il faut avoir le cœur bien accroché quand on travaille avec elle, ou alors tout simplement aimer avoir mal. Les risques sont présents à chaque instant et autour d'elle, chaque objet devient une arme potentielle. Un torchon, une menace d'incendie, une casserole, un projectile, un couteau, une tentative d'homicide involontaire, un objet quelconque, une chute. Bref, du sang, des plaies, des bosses, des hématomes. Ça commence à me plaire tout ça. Dis-moi, Sookie, puis-je t'appeler maîtresse? Est-ce que tu maîtrises l'art du martinet? Tu sais, Sookie, aujourd'hui, j'ai été un vilain garçon. Je suis un vilain garçon. Pardon, je me suis laissé emporter par les émotions. L'intrigue bascule lorsqu'on apprend que Rory est acceptée à l'école Chilton, une école privée très prisée, ce qui rend extrêmement fière Lorelai, normal. Mais très vite, la réalité la rattrape car elle n'a pas les moyens de payer l'inscription. Lorelai doit alors trouver une solution. Poussée par Sookie, elle décide de faire appel à ses parents fortunés avec qui elle n'entretient pas nécessairement de bonnes relations. Et pour la première fois, la série te fait comprendre que tout n'est pas si rose à Stars Hollow. Derrière le café, les blagues et cette ambiance mielleuse se cache la réalité des relations humaines et familiales, parfois compliquées. Et c'est ce que nous allons apprendre par la suite. Dans la scène suivante, nous retrouvons Lorelai devant le portail de sa maison familiale. Une maison bien bourgeoise, si tu veux mon avis. Ça sent la tunasse à plein nez par ici. Sookie ne s'était donc pas trompé. Si tu veux du fric, tu frappes à cette porte. Les parents Gilmore sont définitivement la bonne cible pour récupérer du pognon et payer les études de la plus jeune. On ramasse le pognon et salut les copains. On dégage en douceur. Mais avant d'entrer dans l'antre démoniaque des parents Gilmore, Lorelai se prépare psychologiquement à sa manière. Elle se rince donc au café, comme si cette boisson pouvait avoir un quelconque effet de calmant. T'as raison ma cocotte, tu sais très bien que ce qui t'attend à l'intérieur n'a rien d'une réunion de famille chaleureuse. Alors autant arriver bien chargé en caféine pour encaisser les coups. Et ça ne loupe pas. Dès les premiers échanges, le malaise avec sa mère est palpable. Les sourires sont crispés, les phrases trop polies pour être honnêtes, et les pics dissimulés derrière chaque respiration sont là. Le père, quant à lui, comprend rapidement que sa fille n'est pas venue pour simplement prendre des nouvelles et avoir son petit bisou du jour. Il sait qu'elle en a après son pognon, mais peu lui importe. Le mec doit clairement rouler sur l'or, car il ne se donne même pas la peine de lui demander le montant de l'inscription à Chilton, il va direct chercher son chéquier. Ou bien alors il a la planche à billets dans la cave, à côté de ses bouteilles de Château Lafite, Château Margaux et autres cheval blanc. Juste à côté de sa pièce de torture. Oui, car c'est bien connu, les riches, ils aiment le bon pinard et s'adonner à des pratiques occultes. Lorelai obtient donc ce qu'elle voulait, mais évidemment, ça ne pouvait pas être aussi simple. Sa mère, fine stratège et vieille perfide, impose ses conditions.
L'argent sera sien, mais à une seule condition. Lorelai et Rory devront venir dîner chaque vendredi soir avec eux. Sur le papier, le deal semble acceptable. Un max de brousouf contre un dîner hebdomadaire avec ses parents, je pense qu'il y a pire. Sauf effectivement si les parents sont les sosies des Balkany et si tous les vendredis soirs ils font venir leurs riches amis pour effectuer des rituels sataniques qui finissent en orgie. Franchement, Lorelai, je suis de tout cœur avec toi. Un vendredi soir à sacrifier un bouc et à batifoler en suivant dans le sang de la bête, on a vu mieux. Alors, je n'ai rien contre des vieux corps fripés tout en sueur qui se la donnent sur le cadavre d'une pauvre chèvre égorgée. Ça pourrait même m'exciter. Mais toutes les semaines, non, il faut savoir créer de l'attente pour ce genre d'événements, afin de mieux les apprécier. Plus je vous écoute, plus vos propos me rebutent. Votre âme est à jamais corrompue et perdue. Vos blasphèmes ne resteront pas impunis. Je le savais, j'étais sur un terrain glissant et il était évident que tu allais venir me faire la morale, ma chère Marie-Constance. Parfois, je me demande quelle image tu as de moi. Je me plais à me dire que tu crois à tout ça, parce qu'entre nous, tu sais que ce ne sont que des élucubrations et de la provocation. Ou pas. Revenons à notre Lorelai qui a tout de même obtenu ce pourquoi elle était venue. Elle accepte de ravaler son orgueil, de revivre de vieux conflits et de replonger dans un environnement toxique pour offrir un avenir à sa fille adorée. On voit bien ici l'amour qu'elle porte à Rory. C'est beau l'amour quand même, hein. Pendant ce temps, Rory fait enfin la connaissance de Dean, le futur love interest officiel de la saison. Une scène simple, presque banale. Deux ados un peu maladroits, aux hormones en ébullition, qui se tournent autour sans vraiment oser se dire les choses. Rien de révolutionnaire, mais ça reste mignon. Et c'est là que Gilmore Girls commence doucement à faire la différence, par son écriture. Sous ses airs de série teenage à la fois gentille et inoffensive, elle aligne déjà des dialogues plus malins que la moyenne, chargés de références et de punchlines culturelles. Cinéma, littérature, pop culture, les filles Gilmore aiment ça et elles aiment le montrer. En tout cas, la preuve est là, avec cette toute première scène entre Rory et Dean qui glisse au passage un clin d'œil à un très grand film, Rosemary's Baby. Si tu es du genre à traquer les références planquées dans les dialogues, tu vas te régaler avec cette série. J'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir sur le sujet dans ma conclusion sur ce premier épisode. Plus tard, on assiste à la première d'une longue série d'engueulades mère-fille, celles qui feront presque partie de l'ADN de la série. Rory annonce soudainement qu'elle ne sait plus trop si elle veut aller à Chilton. Évidemment, elle se garde bien de donner la véritable raison, mais Lorelai, qui n'est pas née de la dernière pluie, comprend rapidement que cette histoire cache un garçon au sourire ravageur. Je t'épargne les détails de la dispute, mais en substance, on a d'un côté l'ado qui se sent incomprise, et de l'autre, la mère qui projette ses propres blessures. En effet, Lorelai ne veut pas que sa fille revive le même scénario qu'elle, c'est-à-dire une grossesse trop jeune, des rêves interrompus, et un avenir bricolé à la va-vite pour subvenir aux besoins de son enfant. Elle veut finalement le meilleur pour Rory, quitte à devenir franchement relou dans sa manière de l'exprimer. On ne peut que la comprendre, encore plus en tant que parent, mais pour ma part, j'avoue que mon choix est fait. Je veux voir Rory et Dean ensemble. Entre 2 messes noires, une orgie et 3 blasphèmes bien sentis, j'assume pleinement mon côté midinette. Oh, qu'il est mignon! La scène se conclut comme il se doit, avec 2 Gilmore vexées, chacune dans son coin. Le lendemain, retour à la cuisine de l'auberge et, surprise, Sookie a encore failli réduire l'établissement en cendres. Non! C'est pas possible! Cette femme est décidément un danger public ambulant. Elle a peut-être un talent fou pour la cuisine, mais si chaque plat s'accompagne de départs de feu, de coupures profondes et d'apprentis cuisiniers en PLS, il va sérieusement falloir envisager une reconversion. Tiens, allez, en voici 3, c'est cadeau. Elle pourrait devenir démineuse en zone de guerre. Vu sa capacité à transformer une simple cuisine en champ de bataille, autant rentabiliser son don. Tu l'envoies au milieu d'un champ de mine, elle trébuche, renverse sa soupe, touche 3 fils au hasard, et boum, miracle, tout explose sans jamais la tuer. Cette femme est immortelle. Elle ressortira juste avec un pansement, une brûlure au 3e degré et une anecdote rigolote à raconter à Lorelai. Elle pourrait sinon devenir responsable sécurité dans une centrale nucléaire, parce que quitte à provoquer l'apocalypse, autant aller jusqu'au bout du délire. J'y pense, si les terres désolées de Fallout
n'était que le résultat de son travail en fait. C'est pas bête ça. Bon, et sinon, la troisième option, elle reste cuistot. Effectivement, elle conserve son boulot actuel, mais elle va le faire ailleurs, à la Villa des Cœurs Brisés par exemple. Au moins, si elle fout le feu là-bas, ça fera une bande de décérébrés en moins sur la planète. Et je pense que ça peut marcher aussi avec l'Assemblée nationale. Bon, si tout ça ne fonctionne pas, on lui retire tout simplement toute source de chaleur et tout objet tranchant, ce sera plus safe et on n'en parle plus. Le soir même, Lorelai et Rory débarquent chez les parents Gilmore pour le fameux dîner du vendredi. Le premier d'une longue liste est clairement pas celui qu'on range dans la catégorie souvenirs chaleureux. Tu m'étonnes. Lorelai arrive avec un café greffé à la main. Cette femme doit avoir remplacé son sang par de la caféine. Je ne sais pas comment elle fait, car à sa place, je serais soit en train de sauter partout, soit assis sur les toilettes à me vider. J'ai la méga chiasse, putain, la méga chiasse. Excuse-moi. Excuse-moi, Malobi, tu sais ce que c'est? Faut que j'aille chier, bordel. Il faut que j'aille chier, rapidos. D'ailleurs, cette histoire de consommation de café chez Miss Lorelai a tout de même piqué ma curiosité. Je suis allé voir ce que notre cher ami Google pouvait nous dégoter comme information à ce sujet. Eh bien, figure-toi, plusieurs articles de blogs de fans de la série ou de sujets de forums comme Reddit estiment sa consommation entre 5 et 7 cafés par jour, ce qui est énorme. Donc, si on part du principe que Lorelai consomme 6 cafés par jour, et que, disons, 3 journées sont retranscrites par épisode, sachant que la série se compose de 153 épisodes, on pourrait supposer que Lorelai a consommé 2754 cafés tout au long de la série. Maintenant, supposons qu'on rapporte ce chiffre dans la vie réelle avec une Lorelai qui consommerait donc 6 cafés par jour sur une année complète classique. Pas une année bissextile, non. 7 hours later. Oui, pardon, je m'égare. Donc, revenons dans la demeure de nos deux vieux capitalistes. L'ambiance est plutôt tendue. Le père lit son journal avec la passion d'un homme qui préférait clairement être n'importe où ailleurs, pendant qu'Emily, elle, distribue des piques assassines à sa fille. Quand le grand-père évoque le père de Rory, Lorelai craque et s'exile dans la cuisine pour aider la domestique. Parce que oui, ici on a du personnel, que veux-tu ? Esclave. Mais Emily ne la lâche pas. La dispute éclate, violente, sèche, et Rory comprend alors que sa mère a passé un pacte avec le diable pour lui payer son entrée à Chilton. Et pendant que mère et fille se déchirent, Papou Gilmore pionce dans son fauteuil. Le type en a tellement rien à foutre qu'il a enclenché le mode marmotte. Déjà qu'il préférait lire son journal plutôt que de participer aux échanges avec sa famille, le voilà maintenant qu'il préfère dormir. À ce niveau de détachement, c'est plus un grand-père qu'elle a, c'est un meuble de salon. Rory est franchement bien sympa, car je te dis qu'à sa place, je lui aurais dessiné une bonne grosse tub sur le visage avec la purée de pommes de terre de la domestique. Quelques minutes plus tard, nos deux Gilmore filent tout droit chez Luke, dans son café. Boucler la boucle, revenir à la case café, comme si rien de mieux ne pouvait réparer un dîner familial que 3 litres d'arabica bien tassés. Rory a compris le sacrifice de sa mère, le deal foireux, les vendredis soirs dans l'enfer de la bourgeoisie. Alors, elle prend sa décision. Elle ira à Chilton. Et là, désolé, mais respect. Parce qu'à 16 ans, choisir l'avenir plutôt que le flirt de lycée et les hormones déchaînées, c'est un niveau de maturité que certains n'atteignent jamais. Même avec une calvitie, un monospace et un crédit sur le dos. Voilà une enfant bien élevée et empathique. J'applaudis. C'est long. Bon, ça suffit. On s'approche de la fin de l'épisode avec Lorelai qui commande un café, évidemment. À ce stade, ce n'est plus une simple boisson, on a compris, c'est un mode de vie, le sien. À cet instant, la série tente de nous souffler à l'oreille « Reviens voir la suite, car entre Luke et Lorelai, ce n'est pas juste du service client de qualité, il va y avoir du sport. » N'est-ce pas que tu la sens, la bonne grosse tension sexuelle que les scénaristes vont étirer comme un élastique narratif pour mieux nous faire revenir épisode après épisode. Enfin, Rory et Lorelai, de leur côté, partagent un moment de calme et de complicité. Et forcément, comme tout bon pilote qui se respecte, l'épisode nous laisse avec plus de questions que de réponses. Lorelai et Luke vont-ils arrêter ce jeu d'ado coincé et passer à l'étape où ils se sautent dessus dans la cuisine du restaurant ? Fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. L'auberge de Lorelai et Sookie verra-t-elle le jour ?
ou s'embrasera-t-elle avant même l'ouverture officielle des portes ? Rory et Dean vont-ils nous offrir une romance mignonne ou une compilation de crises d'adolescents ? Combien de commis Sookie a-t-elle tué dans sa vie par inadvertance ? Et surtout, les grands-parents étaient-ils interprétés par les Balkany eux-mêmes ? Bref, autant de mystères qui ne demandent qu'à être éclaircis. Et pour ça, il faudra remettre ton plaid, relancer la machine à café et replonger dans Stars Hollow pour poursuivre l'aventure avec les Gilmore Girls. Alors, est-ce que ça valait le coup de revoir ce premier épisode de Gilmore Girls ? On ne va pas se mentir, de tous les pilotes que j'ai regardés ou re-regardés depuis le début de ce concept d'épisode, celui de Gilmore Girls est sans aucun doute le plus réussi. Déjà, la série partait avec un avantage énorme. Je l'apprécie beaucoup. C'est une de ces séries devant lesquelles j'ai passé de très bons moments, et j'ai aimé suivre les aventures des filles Gilmore de la première à la dernière saison. Autant dire que replonger dans ce premier épisode n'a pas été une corvée, mais plutôt un petit plaisir coupable, mon plaid sur les genoux. Alors, est-ce que je vais me refaire la série en intégralité maintenant ? Oui et non. Je ne vais pas binge-watcher comme un gros cochon façon fan de Netflix, mais clairement, quand l'appel du plaid et du chocolat chaud se fera sentir, je n'hésiterai pas une seconde à retourner faire un tour à Stars Hollow. En fait, certaines séries sont faites pour être englouties, d'autres sont parfaites pour être savourées de temps à autre. Gilmore Girls fait partie de cette seconde catégorie. Alors en résumé, dans les aspects positifs de cet épisode, en fait, en un seul épisode, on sait exactement où on met les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. L'univers est posé, les personnages principaux sont introduits proprement, et on comprend immédiatement la direction que prendra la série. Ensuite, il y a les personnages qui sont ultra attachants. Gros coup de cœur pour ma part pour Sookie la maladroite, Michel le roi du mépris sarcastique, et Luc l'acariâtre qui n'attend qu'une chose, que la belle Lorelai fasse fondre son petit cœur. Quant aux grands-parents, ce sont d'excellents antagonistes, de ceux qui te font ressortir chez toi ton côté famille groseille avec l'envie irrépressible de cracher sur ta télé, si tu vois ce que je veux dire. Ensuite, je pense à la ville de Stars Hollow. C'est le fantasme absolu de la petite bourgade confortable, vivante, chaleureuse, où tout le monde se connaît. T'as envie d'y vivre, ou du moins d'y passer l'automne. Et enfin, et peut-être surtout, il y a l'écriture. La série dégouline de références culturelles. Rien que dans cet épisode, ça cite pêle-mêle Jack Kerouac, Britney Spears, Stephen King, Moby Dick, Madame Bovary, Rosemary's Baby, etc., etc. Et c'est comme ça tout le long de la série. Cinéma, musique, littérature, c'est une chasse aux références permanentes. Et ça, franchement, c'est du boulot d'orfèvre. Ça me rappelle d'ailleurs une autre série des années 2000, Véronica Mars, qui avait un peu le même concept. Alors peut-être avec un peu moins de talent au niveau de l'écriture, mais c'était quand même sympa à suivre et d'essayer de trouver les références. Bon, je pourrais continuer encore longtemps, mais je préfère te laisser découvrir tout ça par toi-même. Concernant les aspects négatifs, figure-toi que je n'en vois pas vraiment. Fais un effort, réfléchis. Franchement, j'ai beau fouiller, je ne trouve pas grand-chose à lui reprocher. Si, vas-y. Allez, dis-nous. Allez. Oui. Allez, puisque tu insistes, je fais un petit effort, il y a peut-être... Rory. Ouais, Rory, c'est le genre d'ado parfois insupportable, à faire ses crises existentielles, du style « Ouais, mais tu ne me comprends pas, ouais, mais personne ne m'aime, ouais, mais de toute façon, c'est ma vie, alors je fais ce que je veux. » Oh, ta gueule. En fait, c'est surtout parce que c'est une ado. Et les ados, soyons honnêtes 2 secondes, ils nous font chier. Une bonne paire de claques, voilà ce qu'ils méritent. Et Rory ne déroge pas à la règle. Dès le premier épisode, je lui aurais bien balancé mes phalanges à travers la gueule. C'est fou une violence pareille. Comment ça, je suis violent ? Je n'aime pas les ados, c'est tout. Et non, je n'ai pas été ado, je suis passé d'enfant à adulte. À 12 ans, je montais déjà ma première start-up. À 14, j'avais 3 comptes offshore. Et à 16 ans, je me la coulais douce aux Bahamas avec un tas de meufs. On a la classe ou on l'a pas. Arrête de faire ton intéressant. Bon, trêve de plaisanterie, je ne déteste pas Rory. Loin de là. Elle peut parfois être agaçante, tout comme d'ailleurs le sera Lorelai au fil des saisons. Mais dans l'ensemble, elle reste une jeune fille empathique et intelligente. Ses choix peuvent être douteux, mais elle est loin de se planter sur toute la ligne. Et c'est comme ça, il faut faire des erreurs dans la vie pour avancer. Personne n'est parfait. Enfin,
Sauf moi évidemment. Pour conclure, revoir ce premier épisode de Gilmore Girls a été un vrai plaisir. Sincèrement, si tu ne connais pas la série, fonce. Si tu l'as vue il y a déjà longtemps, relance-la. Et pour une fois, c'est un vrai conseil série que je te donne ici. Autant pour les séries comme Pour être libre ou Manimal, ça ne méritait pas du tout ton attention, autant avec Gilmore Girls, ça mérite vraiment que tu lui accordes du temps. Profites-en parce que la prochaine fois, je sens qu'on va repartir sur une belle grosse série de merde. Youpi! Cet épisode spécial Gilmore Girls s'achève ici. J'espère qu'il t'a plu, donc n'hésite pas à venir me donner ton avis sur cet épisode et puis plus globalement sur Gilmore Girls dans la partie commentaires du site de la Crypto-Série et bien entendu sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok, Facebook et Thread. Tu peux aussi retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les bonnes plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube de la Crypto-Série. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, profite de la vie, méfie-toi des vieux satanistes, surtout si ce sont les Balkany, et bisous.